6 octobre 1974, circuit de Watkins Glen. Au 44e passage du Grand Prix des États-Unis, théâtre du dénouement du championnat du monde de Formule 1, Jody Scheckter gare sa Tyrrell 007 bleue contre le rail, problème d'alimentation. L'abandon du Sud-Africain offre ainsi le titre à Emerson Fittipaldi qui boucle l'épreuve au pied du podium et ramène la première couronne mondiale de l'histoire de son écurie, McLaren. Quand il regagne son box, tous les membres du team sont déjà là pour le féliciter. Tous ? Eh bien non, un homme est absent et déjà loin du circuit américain, son nom, Denny Hulme. Il faut dire que la gloire, avec ses strass et ses paillettes, n'ont jamais vraiment été la tasse de thé de ce néo-zélandais robuste que rien ne prédestinait à un jour arpenter les paddocks de Formule 1. Né en 1936 à Tepuk, au nord de la Nouvelle-Zélande, Dennis Hulme, de son nom de naissance, quitte le collège à 17 ans pour travailler dans l'entreprise de transport familiale. Et c'est pour le récompenser de son dur labeur que son père lui offre une voiture de sport pour son 20e anniversaire. C'est ainsi que Denny participe à ses premières épreuves au volant de sa MG. En 1959, il achète une Cooper F Junior, ce qui l'amènera à faire ses valises pour le vieux continent avec un autre jeune espoir national, George Lawton, qui lui, malheureusement, perdra la vie quelques mois plus tard dans une épreuve de Formule 2 au Danemark. Isolé dans un pays qu'il ne connaît pas, Hulme va traîner sa Cooper de circuit en circuit au volant de sa Ford Zephyr. En 1961, il troque son moteur Cosworth contre un Merlin, moins cher, mais aussi moins fiable. Du coup, la saison sera pour le moins terne, hormis un engagement dans l'écurie officielle Abarth pour les 24 heures du Mans. Si bien qu'en fin de saison, il est contraint de vendre sa Cooper et va trouver refuge dans le garage de l'écurie Brabham, mais comme mécanicien. En effet, Jack Brabham ne veut absolument pas entendre parler des talents de pilote de ce jeune néo-zélandais mal dégrossi, et qui s'était présenté pieds nus à son premier départ. C'est Ken Tyrrell qui finalement va lui offrir de rouler cette année-là en Formule Junior où il va remporter plusieurs succès, mais ça ne sera pas vraiment suffisant pour impressionner le patron qui le jugera trop gros et trop paresseux pour la Formule 1. En 1963, Brabham lui offre enfin sa chance sur les conseils de Phil Kerr, manager de l'écurie. Hulme y remplacera Frank Gardner, blessé à l'épaule. Avec cette victoire en 14 courses, il coiffe le titre en Formule Junior et est donc logiquement promu en Formule 2 pour l'année suivante. En 1965, il effectue ses premiers Grands Prix en Formule 1 avant d'y être engagé à temps plein aux côtés du patron pour la saison 66 suite au désistement de Dan Gurney. Cette année-là, il jouera les parfaits numéro 2 en permettant à Brabham de devenir le premier pilote champion dans une voiture portant son nom. C'est la même année qu'il participe aux 24 heures du Mans au volant d'une Ford GT40, une course qu'il aurait pu remporter si Carroll Shelby n'avait pas demandé à son équipier, Ken Miles, de ralentir afin d'attendre la voiture de Bruce McLaren et ainsi offrir une belle photo finish pour le premier succès de Ford dans l'épreuve Mansell. Une manœuvre mal vue par les organisateurs qui vont décerner la victoire à la deuxième voiture, celle de McLaren, sous prétexte qu'elle est partie de plus loin sur la grille et donc elle a parcouru une plus grande distance. En 67, Hulme continue l'aventure en Formule 1 avec Brabham, mais cette fois-ci plus question de servir la soupe à son équipier de patron. Sur le papier, la Brabham, propulsée alors par un moteur Repco moins puissant que la concurrence, n'est pas la favorite pour les championnats. Mais en 11 courses, Hulme va monter sur le podium à 8 reprises, dont 2 fois sur la plus haute marche, à Monaco et au Nürburgring. C'est le titre en poche qu'il décide de quitter Brabham, où l'ambiance était devenue pour le moins pesante, et rejoint alors son compatriote Bruce McLaren, pour qui il roule déjà en Can-Am. Un championnat dans lequel lui et McLaren seront encore engagés en 68 afin de ramasser l'argent nécessaire au financement de l'écurie de Formule 1. Denny Hulme aurait d'ailleurs pu faire le doublé cette année-là, en remportant à la fois le titre Can-Am et celui de Formule 1. En effet, il mène le championnat jusqu'à 2 Grands Prix de la fin, mais doit malheureusement abandonner lors des 2 épreuves finales aux États-Unis et au Mexique.
En 1970, McLaren se lance un nouveau défi, celui des 500 miles d'Indianapolis. Lors des essais de l'épreuve, le clapet du réservoir de la voiture de Hulme s'ouvre sous l'effet des vibrations de la piste et laisse ainsi s'échapper le méthanol du réservoir qui s'enflamme. Le pilote ne s'aperçoit pas immédiatement de la situation. En effet, il faut savoir que les flammes de méthanol ne sont pas visibles à l'œil nu. Et ce n'est donc que lorsque le feu atteint son cockpit qu'il monte sur les freins et s'extirpe de sa monoplace. Le lendemain, rassuré par l'état de santé de son pilote, Bruce McLaren est sur la piste d'essai de Goodwood pour préparer la saison de Can-Am et se tue après avoir perdu le contrôle de sa voiture déséquilibrée par la perte de son capot moteur. Orpheline de son fondateur, l'avenir de McLaren semble alors compromis, mais Hulme, pourtant dévasté par la disparition de celui qui était devenu son ami, va endosser le rôle de leader de l'écurie et porter la structure à bout de bras. Alors qu'il est encore fortement diminué par ses brûlures aux mains, il prend le départ de la première course du championnat de Can-Am, qu'il remportera en fin de saison. Mais sa plus belle victoire cette année-là est certainement d'avoir permis à McLaren de survivre à la disparition de Bruce. La saison 71 est probablement la plus compliquée de sa carrière en Formule 1, puisqu'il ne remporte aucune victoire, mais alors ça c'est comme en 1970, mais en plus il ne monte pas une seule fois sur le podium. Néanmoins, il retrouvera les avant-postes dès 1972. En 1973, il est marqué comme beaucoup par la disparition du Français François Sévère, et début 1974, lors des essais d'avant-saison à Kyalami, c'est la mort de Peter Revson, qui a été son équipier chez McLaren les 2 années précédentes, qui le pousseront à prendre sa retraite en fin de saison. Le titre de Fittipaldi en 1974 ressemble alors à un clin d'œil de l'histoire pour celui qui a permis à McLaren de survivre à la disparition tragique de son fondateur. Sa mission était bel et bien remplie. Retiré dans sa Nouvelle-Zélande natale, Denny Hulme reprendra occasionnellement le volant dans des courses de tourisme, jusqu'au 4 octobre 1992 sur le circuit de Bathurst en Australie. Hulme participe aux 1000 km au volant d'une BMW M3 quand soudain, sa voiture s'écarte doucement de la trajectoire dans la ligne droite et va se ranger contre le rail. Denny Hulme vient de succomber à une crise cardiaque.